Oui, mais quelle est la maman qui n'a pas parlé de ses enfants, y compris de leurs problèmes de santé, à ses copines? Et pour des enfants qui ont des problèmes de santé, on en parle entre mamans. Et c'est vrai que peut-être on viole des secrets, mais c'est notre vie privée. Et si nous, on choisit de dire un truc de notre vie privée à une amie qui n'est pas plus concernée que nous par le secret professionnel dans le cas présent, eh ben, on a le droit de partager avec qui on veut. La maman, elle a tout à fait le droit de choisir, même si c'est un enfant adulte. Mais oui, qui n'a pas parlé de ses enfants adultes et de leurs problèmes médicaux à ses amis? Enfin, moi, je vous mets au défi, mais moi, là, je plaide coupable tout de suite. Hein. Parce que, que voulez-vous, c'est vrai que le jour où ma fille accouche de 2 jumelles et il y en a une qui meurt le lendemain, qu'est-ce que je fais si j'en parle pas à mes copines? Et du coup, chemin faisant, je vais leur expliquer ce qui s'est passé, pourquoi, comment. D'accord, mais voilà, c'est normal. Le jour où j'ai un enfant qui a des troubles psychiatriques et qu'on n'en peut plus tous à la maison parce que c'est insupportable, etc. Mais si j'ai pas mes copines pour... Alors bon, tant qu'à faire, j'essaye de ne pas faire ça dans la rue. D'accord, c'est vrai. Autour d'un thé à la maison, c'est déjà mieux. Mais ça, c'est une question de discrétion. C'est pas une question de secret professionnel. Bien sûr que dans la rue, c'est pas le bon endroit, évidemment. Mais ça, c'est une question de discrétion. Parce que je ne devrais pas dire des choses comme ça publiquement. Parce que sinon, ça peut être entendu par n'importe qui, justement, comme chez la coiffeuse. Mais ce n'est pas du secret professionnel. Et donc, je pense que, après, chacun a un périmètre de sécurité autour de soi qui est très différent. Il y a des gens qui, même, j'allais dire, femmes ou hommes, qui vont jamais parler de ce genre de choses, y compris à leurs amis, qui vont absolument pas vouloir que quiconque le sache, qui vont pas en parler à la maîtresse d'école, qui vont rien dire à personne. Parce que eux, ils ont un gros périmètre de sécurité et que si on viole leur espace de sécurité, ils le ressentent comme une atteinte à la vie privée, même si c'est pas... si ça n'en est pas une véritablement, pour d'autres personnes qui, au contraire, sont plus exubérantes et ont envie de dire tout ce qu'elles pensent et tout ce qu'elles ressentent tout le temps, à tout le monde, etc. Donc oui, on a chacun son périmètre de sécurité et quelquefois, il est peut-être un peu trop grand. Quelquefois, il est peut-être un peu trop petit et on dit trop de choses. Mais ça, c'est juste une question de caractère et c'est pas une question de secret professionnel. Par contre, effectivement, si l'infirmière, elle rencontre la maman et qu'elle se met à lui poser des questions dans la rue sur son fils, comment il va, etc., là, elle a tort. Là, elle, en tant qu'infirmière de l'établissement, si elle commence à vraiment entamer une conversation au risque qu'il y ait des personnes qui passent, là, elle viole la catégorie secret professionnel. Après, attention, le fait qu'elle dépasse les limites de ce qu'elle devrait faire n'est pas forcément toujours sanctionné. Parce que si l'infirmière discute avec d'autres personnes et que ça ne concerne qu'un petit nombre de personnes, ça ne va pas forcément avoir des conséquences. Donc il faut bien savoir que l'article 226.13, il nous dit que toute atteinte au secret professionnel peut occasionner une amende et une peine de prison, mais ça ne veut pas dire que chaque fois que quelqu'un viole le secret professionnel, il va en prison ou il a une amende. Donc vous voyez, il y a des limites. Alors, si je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous donner un peu ces limites et pour dire, attention, il ne faut pas sortir des limites de l'épure. Donc oui, c'est un peu compliqué ce cas-là, mais je pense que là, vraiment, ça dépendra des avocats s'il y avait un problème. Mais dans le cas présent, à mon avis, il n'y aura jamais de problème. Donc, voilà, c'est quelquefois, le secret professionnel, c'est quelquefois de la limite. Oui, monsieur. Si c'était un tuteur non parental, d'une association de tuteurs, eh bien, la question n'est pas du tout la même. Là, s'il parle, il a tort, de toute façon. Il viole le secret professionnel, de toute façon. Alors, ce qui peut arriver,
par exemple, dans un repas chez des amis, un tuteur qui va raconter des choses, mais sans dire le nom, sans donner des précisions qui permettent de reconnaître la personne, et qui va dire « Ah là 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 là, j'en ai vu un, qui ceci, qui cela ». Alors, c'est limite, mais ça arrive. Mais tant qu'il n'y a pas d'éléments d'identification de la personne, il n'y a pas de violation du secret professionnel, puisque le secret professionnel, il concerne le secret concernant une personne nommément désignée. Donc, c'est pas prudent, c'est peut-être pas à faire, mais en même temps, si vous allez à un repas de médecin, un repas d'infirmière, ça m'étonnerait qu'on ne parle pas de cas cliniques. Ah, celui-là, dans mon service de trauma crânien, là, d'opérette du cerveau, il s'amusait avec son pansement et il enlevait son pansement, qu'est-ce qu'on a rigolé, etc. Oui, d'accord, c'est peut-être pas à raconter, mais tant qu'on ne sait pas de qui il s'agit, c'est pas trop grave. Par contre, il faut faire très très attention parce que s'il s'agit de personnes qu'on connaît bien, là c'est mutisme absolu. Et surtout hors du cadre professionnel. Là, il n'y a plus d'avocats qui tiennent. Là, c'est mutisme absolu. Le renouvellement de mon fils, pour mon fils, avec un jeune médecin, il m'a dit, Monsieur Martin, vous pouvez m'aider à remplir le dossier? C'est moi qui ai rempli le dossier pour mon fils. Le certificat médical, je veux dire, je ne suis pas un professionnel. Alors, et le jeune, il était embêté, il me dit, mais c'est la première fois que je vois un dossier MDPH. Et puis, alors, d'une part, c'est peut-être la première fois qu'il voit un dossier MDPH. Ça, c'est dommage, mais on n'y peut rien. D'autre part, vous êtes quand même le père de votre enfant. Et vous êtes avec votre enfant chez le médecin. Voilà. Donc, il n'y a pas de question de secret professionnel puisque votre enfant est là. Le médecin doit vous donner des informations et vous devez donner des informations au médecin. Et le médecin ne connaît peut-être pas bien votre enfant. Et à ce moment-là, il y a des informations qu'on lui demande et qu'il peut ne pas connaître à fond. Et c'est très fréquent dans les dossiers MDPH parce que si l'enfant est en établissement, il voit peu le médecin traitant, il le voit quand il a une angine ou quand il a une otite ou s'il a la grippe, etc. Et donc, il ne le connaît pas vraiment. Et puis, vu l'excellente formation que nous avons en tant que médecin sur le handicap, si en plus votre enfant est handicapé, là, ça devient vraiment du sport. Oui, ça, je crois que... Mais je pense que vous pouvez tout à fait... alors, je vous conseille de ne pas écrire vous-même les choses sur le dossier. Voilà. Non, mais on pourrait, à la limite... Oui, mais vous savez, quelquefois, c'est même pratique pour le médecin que vous puissiez lui dire les choses. Parce qu'il va pouvoir donner des informations pertinentes sur la personne. Alors que s'il marque un diagnostic quelconque, et puis qui va signer, et puis qu'entre deux, il n'y a presque rien, le médecin de la MDPH, il est mal quand il trouve le certificat. Donc pour vous et pour votre fils, c'est beaucoup mieux que vous disiez au médecin des choses. Après, ce qu'il faudrait, c'est que dans un monde idéal, tous les médecins soient formés à ce remplissage de certificats, ou bien alors que dans les formations continues des médecins, on fasse venir des gens qui viennent de la MDPH et qui savent comment il faut remplir un dossier médical, parce que qu'est-ce qu'on cherche dans un dossier médical? Mais là, j'ai encore besoin de plusieurs heures pour vous en parler. C'est le Bocadi Fioco, secrétaire médico-social au CESAD Marcel Foucault à Montpellier. CESAD qui accueille des enfants en situation de déficience intellectuelle dans le cadre d'une maladie génétique. Et donc je suis interpellée par ce que vous me dites là, puisque je reçois nombre de candidatures via les enseignants référents qui montent énormément de dossiers face aux difficultés des enfants dans leur scolarité. Et je suis stupéfaite du nombre d'informations médicales que me transmettent ces enseignants référents. Alors, c'est quelque chose effectivement qui est absolument aberrant dans les dossiers MDPH, pardon. On a des informations médicales données par l'enseignant, on a des informations sur la scolarité données par le médecin, on a un nombre d'heures d'AVS ou d'AESH prescrites par le médecin. Un médecin, il n'a jamais appris à savoir combien d'heures un enfant a besoin d'AVS. C'est pas possible.
Donc, il y a beaucoup de choses aberrantes, mais c'est peut-être aussi un peu pour ça que je me retrouve aujourd'hui devant vous. C'est parce que, effectivement, c'est un peu le bazar partout. Et que, en plus, parfois, il y a des inférences qui sont faites par divers professionnels, en particulier des enseignants ou des éducateurs qui n'ont pas de formation médicale, c'est normal, hein, ils ne peuvent pas tout savoir, et qui disent « il a ça, donc il a ça ». Et donc, ils se font leur petite idée du diagnostic, et puis après, ben, ils n'en démordent pas. Allez chez l'orthophoniste, vous verrez, elle va dire qu'il a une dyslexie. Ah oui, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça doit se passer. Ce que l'enseignant peut dire, c'est que cet enfant, il a une difficulté à apprendre à lire et à écrire. Ça, c'est son métier. Il doit savoir le dire, et il doit même, quelquefois, savoir mettre en œuvre des choses pour y répondre. Mais quant à faire le diagnostic ou à donner un diagnostic, c'est sûrement pas de la responsabilité de l'enseignant. Et quant à dire quel est le professionnel qui doit traiter l'enfant, c'est pas non plus de la responsabilité de l'enseignant. Quelquefois, les enseignants font ça par bienveillance, entre guillemets, parce qu'ils disent, ben, allez voir l'orthophoniste, elle va faire un bilan et comme ça, vous verrez. Mais peut-être qu'il faut aller voir l'orthophoniste, mais l'orthophoniste, elle va envoyer son bilan au médecin. Parce que c'est le médecin qui doit faire un diagnostic, pas l'enseignant. Et ça, c'est très clair. Et il faut savoir que l'enseignant, de toute façon, il est tenu au secret professionnel également. À partir du moment où, par exemple, parce que ça, c'est aussi très fréquent, les parents lui apportent le bilan, le résultat du QI, et puis le bilan orthophonique, et puis le bilan de l'ergo, parce qu'ils veulent qu'il sache tout. Et que dans le bilan orthophonique ou dans le bilan de l'ergo, il y a eu des préconisations pour dire ben, à l'école, il faudrait que ceci ou cela. Et donc, les enseignants peuvent apprendre des choses qui ne sont pas du tout de leur registre. Ils peuvent voir la conclusion de l'orthophoniste qui a dit « il a un trouble de la lecture comparable à celui d'une dyslexie ». Mais peut-être qu'ils n'ont pas vu la lettre du neuropédiatre qui dit « cet enfant présente des troubles comparables à ceux d'une dyslexie, mais en fait, compte tenu de l'examen neurologique, il s'agit en réalité de telle ou telle maladie, etc. » Et donc, si l'enseignant dit « de toute façon, il est dyslexique ben, », ce n'est pas son métier. Alors, il est tenu au secret professionnel dès qu'il a connaissance d'un bilan, comme les autres, mais ce n'est pas son métier de faire les diagnostics. Et ça, il faut être clair là-dessus, c'est pas le métier d'un enseignant de faire un diagnostic. Il peut avoir des idées, il peut voir comment réagit cet enfant-là par rapport à d'autres qui ont telle ou telle maladie, mais ce n'est pas son métier de faire un diagnostic. Et on a vu nombre d'enfants qui ont été diagnostiqués comme ça, entre parenthèses, par exemple, je me souviens d'un gamin qui avait été diagnostiqué dyspraxique, et en fait, c'était un début de maladie neuromusculaire, et quand il a été examiné par le neuropédiatre, on a rectifié sérieusement le diagnostic. Et c'était à faire, c'était important. Alors, il n'y avait pas de mauvaise volonté derrière ça, mais faisons chacun notre métier et les vaches seront bien gardées. C'est ce qu'on disait autrefois. C'est peut-être encore un peu vrai aujourd'hui. Mais voilà, ça ne me choque pas que vous aidiez le médecin à remplir le certificat MDPH parce qu'il y a des choses que le médecin peut-être ne sait pas. Il ne sait pas comment votre enfant se lave ou s'habille. Est-ce qu'il fait tout seul, par exemple? Il ne sait pas comment est votre enfant quand il est dans un groupe. Est-ce qu'il s'intègre au groupe ou est-ce qu'il est complètement en retrait? Ou est-ce qu'il présente des troubles du comportement? Dans le cabinet du médecin, souvent, il présente moins de troubles du comportement. Sauf dans certains cas où là, c'est catastrophique. Mais voilà. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question qui était celle par rapport entre si la justice demande à des médecins de signaler quelque chose et l'ordre des médecins demande contrairement de ne pas signaler. Les médecins sont tenus de respecter... Alors attention, l'ordre des médecins ne demande pas aux médecins de ne pas signaler. Ah si, ça a été... Il y a eu des fois où ça s'est passé comme ça, mais s'il y a un danger pour l'enfant, le signalement n'est pas forcément optionnel, il peut devenir obligatoire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire tout le temps.
Parce que disons que dans la région, nous avons eu Non, c'est pas ça. il y a une année à peu près, il y a eu une affaire autour de cela. Du côté de Agde, le corps sans vie d'un nourrisson a été trouvé dans une poubelle. Oui. Et du coup, la justice a demandé à tous les médecins de signaler si jamais il y avait une information permettant d'identifier qui avait pu avoir une grossesse, Ah oui. n'ayant pas ensuite de bébé vivant. Voilà. Et l'ordre des médecins nous a demandé de ne rien dire. Donc on a reçu un peu une injonction contradictoire entre la justice d'un côté et l'ordre des médecins de l'autre côté. Oui. Alors, il se trouvait que le bébé était mort. Donc, il n'y avait plus de risque pour l'enfant. Donc, on est dans le cas d'une autorisation de parler. Sauf que, s'il y a d'autres enfants dans la famille, il y a des risques pour eux. Et donc là, on peut se retrouver à un moment dans l'obligation de signaler. Et là, dans toutes ces questions-là, c'est encore une fois les avocats qui vont déterminer les choses et dire... alors, nous, professionnels de santé, on doit avoir une réflexion, on doit considérer ce que l'éthique nous dit et le bien supérieur de la personne concernée. Donc, le bien supérieur de l'enfant ou de l'adulte concerné. L'intérêt supérieur, pardon. Parce que c'est en fonction de l'intérêt de cette personne qu'on va partager ou pas partager des données. Et puis après, si vous êtes questionné par un juge ou par la police, là, c'est tout. Il n'y a plus de secret professionnel qui tient. Hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent à un moment donné. Hein. Et aller voir les dossiers médicaux. La seule chose qu'ils ne peuvent pas voir, c'est vos notes personnelles. Mais pour déterminer ce qui est vos notes personnelles dans un dossier par rapport à ce qui n'est pas vos notes personnelles, tous les courriers que vous recevez de spécialistes, par exemple, ou des orthophonistes, ou des psychologues, etc., ne sont pas des notes personnelles. Ce sont des éléments de dossier médical. Donc à partir du moment où la justice regarde le dossier médical, c'est la justice qui décide de regarder le dossier médical et vous n'avez plus votre mot à dire. La seule chose, c'est vos notes personnelles. Donc, vous voyez, il y a vraiment... on est obligé de faire du cas par cas, et c'est comme ça qu'on a des affaires retentissantes, effectivement. Et voilà, chacun... Après, si la fameuse dame qui avait accouché de ce bébé et l'avait jeté à la poubelle se présente à l'hôpital ou bien dans un cabinet médical, etc., le rôle du médecin, en premier lieu, c'est de s'apercevoir qu'il y a une souffrance énorme, parce qu'elle a fait ça fait une souffrance énorme. Donc il faut arriver à soigner cette personne et éventuellement à l'aider à peut-être se dénoncer. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où vous savez qui ça devient très compliqué pour vous. Et que selon les réflexions que vous aurez, vous faites une chose ou une autre. Mais il faut bien se dire que soit on est dans l'autorisation de parler, et là vous n'êtes pas obligé, soit s'il y a danger pour quelqu'un d'autre, on est dans la non-assistance à personne en danger. Donc, difficile. Et c'est vrai qu'il y a plein de circonstances imparfaites. Un jour, une gamine arrive à l'école, CM2 à peu près, en pleurant, et elle raconte à la maîtresse que sa mère l'a battue et lui a donné des coups de ceinture. Et voilà, bon. La maîtresse, considérant l'intimité de l'enfant, ne la déshabille pas. Elle prend son téléphone et elle téléphone à la PMI, signalement des enfants en danger. Bien. La médecin de PMI, qui est très stressée par cette affaire-là, se dit, c'est pas possible. Il faut absolument faire quelque chose. Et à 4h30, à la sortie de l'école, c'est la police qui est venue chercher les deux enfants, la jeune fille qui avait dit, et sa sœur, pour les mettre en maison d'enfants. Sauf que le médecin traitant n'a pas été consulté, n'a pas été sollicité, rien du tout. La médecin de PMI n'a pas vu l'enfant.
ne l'a pas examiné. Il se trouve que l'enfant avait peut-être reçu un petit coup de ceinture, on ne sait pas trop, mais c'est pas sûr. Et au bout de 6 mois en maison d'enfants, avec tout ce que les parents ont pu faire pour récupérer leurs enfants, etc., y compris le médecin traitant qui, la semaine d'avant, avait examiné l'enfant pour une scoliose et donc l'avait déshabillé en petite culotte et avait fait le fil à plomb, etc., et n'avait vu aucune trace de quoi que ce soit sur cet enfant. Ça peut encore arriver pendant la semaine, on ne sait pas. Et donc, lui, n'avait pas été sollicité. Donc, il n'a même rien pu dire. Après, il s'est retrouvé avec la famille qui est venue le voir, mais il ne pouvait rien faire. Et au bout de 6 mois, la gamine a avoué qu'elle avait dit ça parce qu'elle était en colère contre sa maman et que c'était pas vrai. Et donc, elles ont fini par sortir de leur établissement. Et je peux vous dire qu'ils ont déménagé à 700 km. Parce qu'ils en avaient vraiment ras-le-bol. Alors, il y a des ratés partout. Mais il y a aussi des ratés dans des enfants qui n'ont pas été signalés et qui sont morts. Donc, c'est quelquefois difficile de savoir ce qu'il faut faire. Bonjour, je suis psychiatre dans un IME. Oui. Et je voulais avoir plus de précisions par rapport au bilan et au compte-rendu des psychologues. Parce que dans notre établissement, ces bilans et compte-rendus ne sont pas rangés dans le dossier médical. Alors, les psychologues, c'est une question très épineuse. Mais je vais vous donner des réponses quand même. Les psychologues, elles sont entièrement responsables, évidemment, de ce qu'elles écrivent sur leur bilan. Ils ont fait un espèce de genre de code de déontologie entre psychologues, mais qui n'est pas validé par un décret. Donc, il n'a aucune valeur aux yeux de la loi, qui a une valeur éthique, tout à fait formelle, je suis d'accord, mais qui, aux yeux de la loi, ce n'est pas un code de déontologie. Néanmoins, avec la loi du 26 janvier 2016, elles sont également concernées par l'éventuel partage d'informations, dans le but d'accompagnement d'une personne. Alors, le dossier médical ne comporte que des éléments médicaux. Et les bilans psychologiques ne sont pas toujours considérés comme des éléments médicaux. Ils ont une place à part, ils ne sont pas non plus paramédicaux, ils sont juste psychologiques. Et donc, ils sont dans une case à part. Et c'est vrai que les psychologues ont le droit de garder pour elles les bilans psychologiques. Ce qui me paraît peut-être compréhensible aux yeux de la loi, mais je pense que s'il n'y a pas de partage du tout, c'est vraiment une erreur profonde et qu'on peut complètement leur dire qu'elles ne sont pas du tout dans l'esprit de la loi, parce que si on ne partage rien, ça ne va pas du tout. Et puis attention, que ce soit rangé dans un endroit à part, ok, mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Tout document, tout bilan, tout examen fait sur une personne doit être communiqué à la personne. C'est la loi française, 4 mars 2002. Et qui a été confirmée encore par d'autres décrets, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins communiquer à la personne ou à son représentant légal quand il s'agit d'enfants. Donc, les parents d'un enfant sont également propriétaires des résultats du bilan psychologique. Et ça, c'est super important. Et c'est à bien répéter partout, parce que je pense que malheureusement, ça n'a pas toujours été bien compris. Donc, le bilan psychologique, il appartient à la famille, ou à la personne si c'est un adulte. Et donc, dans un établissement, si le psychologue ne communique pas du tout sur rien, il n'est pas dans l'esprit de la loi. Par contre, s'il garde les bilans psychologiques dans son bureau, il peut être dans l'esprit de la loi. Moi, en tant que psychologue, mais je ne suis pas psychologue justement, donc c'est difficile à dire, mais je trouve que quand on partage, ça va quand même mieux.
Et moi, je demande souvent aux psychologues de partager avec moi un bilan quand je suis quelque part où on doit traiter du dossier d'un enfant. Parce que, en plus, j'ai appris sur les troubles du neurodéveloppement à interpréter un bilan psychologique, etc. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelquefois difficile. Et puis, les psychologues, quelquefois, disent « Oui, mais les chiffres, ça ne va rien dire aux parents. » Mais on s'en fiche. La loi, c'est la loi. Donc, ça doit être transmis aux parents. Mais ça doit être transmis, c'est écrit partout, avec un entretien de restitution. Ça veut dire qu'on doit expliquer aux parents. Et toujours la même chose, expliquer aux parents ou expliquer à l'adulte. Et toujours la même chose, en se débrouillant pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et c'est ça toute la difficulté. C'est que quelquefois, on est à plusieurs, ça va mieux pour expliquer, pour décider ce qu'on va dire, ce qu'on ne va pas dire, comment on présente les choses, etc. Mais c'est pas choquant que le psychologue garde les comptes rendus pour lui. Par contre, qu'il ne partage rien, moi, ça me choque. Dans un dossier MDPH, par exemple, le bilan psychométrique, il fait partie du dossier. Hein. Ça, alors là, il n'y a même pas de doute. Hein. Donc, il doit être agglutiné avec le reste. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le dossier MDPH, il appartient à la personne, ou aux parents si c'est un enfant. Donc ça doit être transmis au moins à la personne ou aux parents. Ça, c'est obligatoire. Et je pense que ça va beaucoup mieux quand on partage. Moi, je suis une fervente du partage, mais chacun a son éthique. Il faut juste respecter la loi. On a l'autorisation de partager au sein d'une équipe médico-sociale et au sein d'une équipe soignante, même si elle comporte des libéraux. Alors, dans une école, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que si le psychologue fait un bilan psychométrique, elle n'a pas à le donner à l'enseignant. Elle doit le donner aux parents, mais pas à l'enseignant. Et c'est les parents qui vont décider de ce qu'ils disent à l'enseignant. Parce que l'enseignant ne fait pas partie de l'équipe soignante. Alors maintenant, si les parents souhaitent montrer le bilan à l'enseignant, ça c'est leur problème. Ce n'est pas forcément toujours une bonne chose, mais c'est leur problème. Ils sont peut-être en difficulté, mais je pense que les difficultés ne sont pas là où on les pense. Le problème n'est pas de savoir le diagnostic. Le problème est que les professionnels de santé expliquent à l'enseignant quelles sont les difficultés de l'enfant. C'est ça. Et comme ça, l'enseignant pourra faire son travail et adapter sa pédagogie. Parce que le but pour un enfant qui a des difficultés, c'est que l'enseignant adapte sa pédagogie. Oui, et pour ça, il n'a pas besoin du diagnostic. Et c'est pas la peine de lui dire qu'il a la maladie de machin chose, parce qu'on s'en fout, et que si on va regarder sur Internet la maladie de machin chose, on va trouver qu'il y a une déficience intellectuelle qui peut être de légère à profonde. Ah oui, avec ça, on est bien. De légère à profonde. Et lui, c'est un léger ou c'est un profond? Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il peut comprendre et comment l'enseignant peut le prendre, peut lui adapter sa pédagogie pour s'occuper de cet enfant-là. Complètement, mais c'était pour rebondir sur le fait qu'effectivement, le partage d'informations strictement nécessaires, il est aussi valable dans ce cas-là, et que si on ne communique pas, on peut arriver à des situations complètement contre-productives. On arrive à des situations contre-productives, effectivement, si on partage rien du tout, et si on se retranche derrière le secret professionnel pour ne rien partager. Et là, on va arriver à des situations contre-productives dans tous les cas, de toute façon. Par contre, chacun doit décider de ce qu'il doit partager. Et partager ne veut pas dire « je vous file le dossier ». C'est pas du tout ça. Alors, c'est vrai qu'entre le psychologue et le médecin, s'il y a une confiance, c'est quand même mieux de partager le résultat du bilan. Enfin, moi, je pense que ça aide beaucoup et que le médecin il comprend mieux ce qu'il en est de cet enfant et qu'il peut avoir effectivement des idées plus précises, parfois sur le diagnostic. Donc, ça contribue à l'amélioration de l'accompagnement de l'enfant. Bonjour, je suis infirmière en masse et en femmes. Et en fait, lors des transmissions, donc il y a bien une équipe soignante, il y a bien des professionnels non soignants, mais je me pose la question de la direction qui est également présente à ces transmissions. Jusqu'à quelle hauteur, en fait Le directeur est aussi concerné par le secret professionnel, évidemment. Et donc, toute information qui est transmise dans une réunion où le directeur participe est concerné par le secret professionnel. Donc, il n'a pas à le répéter. Mais il peut entendre une information.
Après, c'est une question d'organisation interne à chaque établissement. Le directeur n'est pas forcément présent à toutes les réunions, etc., etc. Donc, mais le directeur, il ne faut pas oublier que dans la loi, alors là, c'est la loi du 2 janvier 2002 sur l'action sociale, le directeur est garant de la prise en charge et de l'accompagnement qui se fait dans son établissement. D'accord. Donc, il est garant. Donc, ça veut dire qu'il doit quelquefois signer, par exemple, signature d'un protocole de traitement d'une crise d'épilepsie. Un protocole, ça doit être... Alors, c'est pas écrit dans mon diaporama, mais un protocole de traitement d'une crise d'épilepsie, ça doit être nominatif pour un enfant, ça doit être précis, ça doit avoir une durée précise, qui généralement est à peu près d'1 an, et le directeur, en tant que garant du fonctionnement de l'établissement, doit pouvoir signer ce protocole. Alors, il s'en fout qu'on donne 1 milligramme, la boîte bleue, la boîte verte, la boîte rouge. Ce n'est pas le problème du directeur. Le problème du directeur, c'est de voir que le médecin a fait son protocole, que l'infirmière sait comment on l'applique, que la personne qui doit donner le buccolame sait comment on fait pour donner le buccolame parce que l'infirmière lui a appris à le faire et que les parents ont été informés, qu'ils ont autorisé, qu'ils ont même demandé à ce qu'on applique le buccolame s'il y a une crise d'épilepsie. Et dans ces conditions-là, le directeur, il peut signer son protocole parce qu'il est tranquille. Toutes les limites légales ont été respectées et cet enfant, il sera bien accompagné et tout le monde saura qu'il a une épilepsie, mais c'est pas grave parce que tous les professionnels sont concernés par le secret professionnel. Donc quand ils sont chez la coiffeuse, ils n'ont pas à parler de l'épilepsie du petit Kevin qui est dans l'IME. Bonjour, moi je suis infirmière de coordination au centre Apigrem à Saint-Mathieu-Tréviers, qui est un MAS-FAM qui accueille un public polyhandicapé adulte. Vous parlez de la transmission de l'information au niveau de l'équipe soignante. Qu'est-ce qu'il en est pour les autres salariés qui font également partie du quotidien des résidents? Ah mais c'est ce que je vous ai dit. Voilà, regardez. Par exemple, notamment les personnes cuisiniers, absolument, techniciens qui... Voilà. Toute personne qui a à connaître quelque chose, une information au sujet d'une personne, est tenue au secret professionnel. Quelle que soit sa fonction. Quelle que soit sa fonction à l'intérieur de l'établissement. C'est sûr que si la personne accueillie doit avoir un régime particulier, si le cuisinier n'est pas au courant, ça pose un problème. Et forcément, il y aura des couacs. Donc il faut que le cuisinier soit au courant. Mais le cuisinier, il n'est pas forcément au courant de tous les tenants et les aboutissants. Il est au courant que cette personne-là, elle a tel régime. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va lui ouvrir le dossier médical et lui dire le diagnostic, c'est ça. D'ailleurs, le cuisinier, il n'en a strictement rien à faire de savoir le diagnostic. Par contre, il doit absolument savoir que... voilà. Et le cuisinier, il doit s'apercevoir que si un jour on donne un régime sans fibres ou un régime avec plein de fibres à quelqu'un, c'est en raison d'une pathologie et que peut-être ce n'est pas pour toute sa vie. Et donc, c'est pareil, les régimes, parce que ça, j'ai été faire pas mal d'audits dans des établissements, un régime, c'est pas pour la vie. Un régime, c'est en raison de quelque chose et c'est pour une durée déterminée. Et ça doit être revu, parce que n'importe quel traitement doit être revu, y compris le traitement de l'épilepsie. On ne fait pas aujourd'hui le même traitement de l'épilepsie qu'il y a 40 ans. J'ai été dans une masse où on avait des médicaments qui dataient d'il y a 40 ans et qui n'avaient toujours pas été changés parce que la personne n'avait pas revu le neurologue, mais tout allait bien, il ne faisait pas de crise. Mais sauf que maintenant, le Gardénal, on ne l'utilise plus trop. Hein. Oui. Alors, moi j'ai une question un peu dans le même registre. Si un professionnel de santé désire... Moi j'avais la notion que si un professionnel de santé désire donner une information de santé, la partager avec un professionnel n'appartenant pas à l'équipe de soins, par exemple un personnel éducatif, il devait demander à chaque fois l'accord express de la famille ou du résident pour partager cette information avec cette personne à cette date précise. Et je trouve ça très contraignant et infaisable. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est vraiment ça la loi telle qu'elle est notée? Non, la loi, c'est de dire que la personne doit être informée. Mais on peut tout à fait faire signer aux personnes quelque chose, un papier, quand ils entrent dans un établissement, pour dire que, et pour l'informer, et c'est le rôle du directeur, d'informer la personne qu'il y a des informations qui seront partagées. Et que c'est chaque professionnel qui est responsable des informations qu'il partage. Et que donc, tout professionnel peut avoir à connaître une information médicale,
Mais c'est sûr que quand vous envoyez un groupe de personnes en sortie, et que au milieu du groupe, il y a une personne diabétique. La personne diabétique, pour une raison X, qui est très anxieuse, qui est bon, eh ben la sortie, ça lui plaît pas, elle est pas contente, elle est ronchon, etc. Parce que ça va pas ce jour-là, etc. Et elle va pas manger le midi. Et dans l'après-midi, elle va progressivement s'endormir. Ben, il peut y avoir un petit problème. Hein. C'est un diabète. Hein. Si la personne qui est responsable du transfert n'est pas du tout au courant de ce diabète, elle va se dire, bon, ben, il mangera mieux ce soir. Ouais, ben oui, mais s'il est diabétique, c'est embêtant qu'il ne mange pas le midi. Parce qu'il a eu sa dose pour prévoir le repas de midi. Donc, il faut que chacun ait les informations qui sont nécessaires à ce qu'il fait. Donc voilà, il y a des partages qui sont absolument nécessaires et qui peuvent induire, s'ils ne sont pas faits, des plaintes tout à fait justifiées de la famille, par exemple. Je suis médecin dans une institution médico-sociale. Les médecins, finalement, sont quand même pas très présents. Hein. Ils ont même une présence très limitée dans le temps. Maintenant qu'il y a des dossiers informatiques, à partir du moment où, en effet, il y a la notion d'équipe soignante, est-ce que les autres membres de l'équipe soignante, et en particulier les psychologues, peuvent avoir accès aux dossiers médicaux? Alors, je complète la réponse que je vous ai faite tout à l'heure. Le psychologue ne doit pas avoir un accès direct au dossier médical, mais peut-être que dans certains établissements, les psychologues ont cet accès. Il y a des histoires de clés spéciales, etc. Ça, tout à fait. Et peut-être que les psychologues font partie des personnels habilités. C'est pas forcément la meilleure chose. Par contre, les infirmières, elles ont un accès complet au dossier médical et c'est nécessaire et indispensable. Et donc là, il faut discuter peut-être entre l'infirmière et la psychologue. Mais c'est l'infirmière qui est souvent dépositaire des informations médicales dans un établissement. Oui, mais vous pouvez toujours marquer sur le document donné par monsieur Untel à telle date. Mais normalement, il faut l'enfermer, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais après, c'est aussi le problème de la distribution des médicaments. Alors, la distribution des médicaments, c'est encore un sujet complet, donc je ne l'ai pas traité. Mais ça nécessite effectivement quelques partages d'informations, mais ça peut être considéré comme un acte de suppléance familiale. Et ça a été acté depuis 1999 par le Conseil d'État. C'est un acte de suppléance familiale, donc voilà. Mais par contre, il y a eu un texte, je ne sais pas si c'est un décret ou simplement une instruction ministérielle récent, ça doit être en 2021 ou 2022, je ne sais plus, qui dit que pour les gouttes, ceci n'est pas valable. Or, il y a un certain nombre de neuroleptiques, donc des médicaments quand même très très puissants, qui sont administrés en gouttes. Et donc, c'est assez compliqué à gérer parce que les décrets de compétences ne sont plus exactement pareils, etc. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, quelquefois, on conseille aux médecins d'essayer de supprimer la forme goutte chaque fois que c'est possible pour éviter ce genre de problème. Après, il y a tous les problèmes aussi de la gastrostomie et de la nourriture par gastrostomie, de la nutrition par gastrostomie, et qui peut toucher la gastrostomie. Pour brancher et débrancher, seule l'infirmière a le droit de le faire. Pour surveiller, les aides-soignantes ont le droit de le faire. C'est marqué dans leur décret de compétences. C'est pas marqué dans le décret des AES et des AMP, etc., et encore moins des éducateurs. C'est vrai que c'est pas difficile, qu'on a tenté de faire des actions auprès du ministère pour que ça puisse être marqué, la surveillance dans les décrets de compétences, mais que ça n'est pas forcément fait. Mais s'il fait 40 degrés à l'ombre et que vous ne donnez pas d'eau à une personne qui est sous nutrition par gastrostomie, eh ben, il y a un problème. Si vous lui donnez de l'eau par la bouche, il y a un problème aussi. Elle peut en mourir. Donc, là, je pense que l'intérêt supérieur de la personne fait que pousser une seringue d'eau dans la gastrostomie, après apprentissage auprès d'une infirmière, peut être une bonne solution dans ces cas-là. Et que toujours, c'est l'intérêt supérieur de la personne qui doit primer. Mais ça, c'est plus du secret professionnel. Je déborde.
Non, j'ai eu l'expérience justement d'une jeune fille qui a eu... on a appris, après avoir eu 15 jours de soins pour une sinusite, du coup on a appris après qu'elle a eu un cancer, et je lui ai de suite confié à ma hiérarchie, qui m'a dit de suite que cette information, je devais la garder pour moi. Tous mes collègues de travail, les éducateurs spécialisés étaient très inquiets pour cette jeune fille qui l'accompagnait depuis plus de 6 ans. Et du coup, j'ai pas pu dire ce qu'elle avait. Donc c'était très difficile pour moi, je l'ai un peu mal vécu. Donc je lui ai sorti la loi 2016 à mon directeur en leur disant mais si, j'ai le droit de leur dire, ils ont le droit de savoir, c'était quand même important. Et en fait, mon directeur avait raison parce qu'à partir du moment où elle a eu ce diagnostic, elle a été justement prise en charge par Val d'Orel et elle n'est plus revenue à l'IME. Donc à partir du moment où les éducateurs ne l'accompagnaient plus, il n'y avait aucune raison que je cite un diagnostic. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir le comprendre. C'est vrai que là, dans ce cas-là, par exemple, vu que le femme est encore partie prenante dans l'accompagnement, moi je pense que là, il faut partager. Mais dans ma situation à moi, la jeune fille venait plus à l'IME. Donc après, c'était presque intrusif finalement de savoir. Mais en sachant que la maman avait énormément besoin du soutien de l'équipe, qui suivait sa fille depuis plus de 6 ans. Mais vu que j'avais pas le droit de prévenir mes collègues, enfin voilà, c'était une situation vraiment très difficile. Je comprends votre difficulté et je pense qu'il y a peut-être une solution à ce genre de difficulté, parce que vous disiez à l'instant que la maman avait besoin de beaucoup de soutien. Et pourquoi pas inviter la maman à une réunion d'équipe et elle peut dire le diagnostic, parce que c'est elle qui choisit de le dire. Alors, ça s'est dit sur le marché de mon village. Oui, mais justement, non, mais... si c'était en réunion d'équipe, ne trouvez-vous pas que ce serait mieux? Oui, mais je me suis dit qu'aussi c'est tellement rare dans un IME d'être confronté. Dans un IME, c'est pas fréquent, mais. Et moi, j'étais jeune infirmière, je venais d'être embauchée. Je pense que tout le monde a essayé de gérer. C'était à la veille, pas très loin du confinement en plus. Oui. Mais c'est vrai que c'est une situation où on a encore un petit goût amer et on ne sait pas. Complètement. Ouais, ça reste quoi. En plus, elle est décédée pendant le confinement, donc vraiment, c'est quelque chose qui est là, qui pèse un peu sur notre structure, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, sur notre équipe. Et l'information médicale, elle est évidente. Encore une autre solution, éventuellement, c'est que si elle était vraiment en fin de vie, cette gamine, et que vous le saviez, à ce moment-là, vous pouvez, en accord avec la maman, solliciter une équipe de soins palliatifs pédiatriques. D'accord. Et si la maman est d'accord, pourquoi l'équipe ne viendrait-elle pas dans l'IME? L'équipe de soins palliatifs ou un représentant des soins palliatifs ne viendrait-elle pas dans l'IME pour partager avec vous? Parce que si cette maman avait besoin d'être accompagnée, l'enfant, elle a toujours sa notification à l'IME. Et donc, elle fait partie de l'établissement. Donc, non, mais c'est comme si elle était encore dans l'établissement. Le détachement d'une personne à domicile, c'est exactement pareil que si elle était encore dans l'établissement. Donc, en réunion d'équipe, vous êtes tout à fait autorisé à partager ce que vous décidez de partager. Alors, il faut être, bien sûr, en accord avec les parents pour un enfant. La direction, c'est préférable, évidemment. Mais, non, mais... vous auriez eu... Légalement, vous aviez le droit. Parce que l'argument qui dit que la jeune fille ne venait plus à l'établissement n'est pas recevable dans la mesure où il y avait quelqu'un qui allait chez elle. Donc l'établissement était encore en prise en charge et en plus, elle avait toujours sa notification MDPH. Donc vous étiez toujours responsable, d'une certaine façon, de l'accompagnement de cet enfant. Donc vous pouvez insister en disant qu'on est encore responsable, puisque de toute façon, il y a encore un personnel qui vient chez elle. C'est encore pire. Et ce personnel-là, je suppose que les parents l'ont informé. Voilà. Alors, évidemment, qu'on n'en fasse pas des gorges chaudes ou qu'on n'en fasse pas le mur des lamentations, surtout en présence d'autres enfants ou d'autres parents, évidemment. Et là, c'est très difficile parce qu'il y a quand même une discrétion à garder. Mais quelquefois, aussi, en plus, quand on est confronté à la mort d'un enfant, c'est donc très difficile pour les autres enfants, pour les autres personnels. Et donc,
l'équipe de soins palliatifs peut vous aider à gérer cette difficulté, parce que l'équipe de soins palliatifs, c'est son travail de venir et d'aider. Et si les parents sont d'accord, c'est boulevard, facile, simple, et les parents peuvent écrire une lettre au directeur de l'établissement en disant « Je souhaite que l'équipe de soins palliatifs vienne informer les personnes qui accompagnent mon enfant de l'état de ma fille ». Les parents, ils sont les représentants légaux. Donc, ils doivent dire, et c'est super important. Si vous me le permettez, alors simplement, vous avez écrit là sur le dernier tableau, informez toujours, et vous avez mis en caractère gras, toujours, la personne concernée. Alors j'ai vécu il n'y a pas longtemps une situation d'une éducatrice qui était en pleurs parce qu'elle était prise dans un piège épouvantable entre d'un côté le secret professionnel et de l'autre côté le risque de non-assistance à personne en danger. Et depuis le début, on flirte entre les deux. Bon. Et le cas de cette éducatrice qui était en pleurs, c'est qu'elle avait une demande très forte et clairement exprimée de la personne qu'elle accompagnait en situation de handicap intellectuel grave, mais qui arrivait à s'exprimer, pas à verbaliser, mais à s'exprimer, et qui lui demandait de comprendre qu'est-ce qui lui arrivait. Et donc elle était au courant, et elle ne pouvait pas le lui dire. Pourquoi elle ne pouvait pas le lui dire, alors qu'il demandait, ne serait-ce que pour comprendre ce qui allait lui arriver, elle ne pouvait pas lui dire parce que les parents étaient décédés, et la tutelle, il y avait une tutelle qui était mise en place, et avec un frère. Et le frère s'opposait à ce qu'elle lui dise. Mais autant de situations ahurissantes qu'on peut rencontrer. C'est là que j'incitais tout à l'heure, sur le bon sens et l'intérêt supérieur de la personne elle-même. Alors il y a l'intérêt supérieur de la personne, et il y a la loi du 4 mars 2002. Et la loi du 4 mars 2002, elle vous fait obligation de dire toujours les choses, y compris quand il y a un tuteur. La personne doit toujours être informée, y compris quand il y a un tuteur. Ça ne vous dispense pas d'informer. Et même si le tuteur donne une autorisation d'opérer, ça ne dispense pas les médecins de l'hôpital de contacter la famille. C'est toujours la même chose. Il y a des choses qui sont permanentes et où il faut vraiment être attentif, parce qu'il y a une chose qui est écrite, on a l'impression qu'il y a le contraire qui est écrit ailleurs, mais il faut vraiment pratiquer tous ces textes, ruminer. Je peux vous dire que ce diaporama, avec toutes les imperfections qu'il peut présenter, c'est le fruit de plusieurs années de rumination. Et c'est seulement maintenant que je me suis lancée là-dedans, parce que c'est un sujet difficile, qu'il y a eu des grosses avancées en 2016, et qu'il faut les faire connaître à tout le monde, les faire connaître aux familles, les faire connaître aux professionnels. C'est très important parce que ça favorise le bon accompagnement. Mais voilà, je maintiens ce que j'ai écrit, c'est toujours. Et c'est vraiment la loi du 4 mars 2002, et c'est reprécisé dans tous les documents sur les tutelles et curatelles. Donc c'est pour le CMPP Marcel Foucault. La demande, c'est lorsqu'on nous appelle pour savoir si un enfant est suivi au CMPP, orthophoniste, psychologue, enseignant référent, vous voyez le genre de personnes qui nous contactent pour savoir si l'enfant est bien suivi chez nous. Donc nous, notre posture, c'est de dire qu'on n'a pas à répondre à ce genre de questions. Absolument, surtout par téléphone. Il se passe quelquefois des horreurs avec ça. N'importe qui peut vous téléphoner en vous disant « je suis enseignant, je suis ceci, je suis cela ». Tout à fait. Sous le couvert de l'intérêt de l'enfant. Voilà, sous le couvert de l'intérêt de l'enfant. Et il peut y avoir des choses... J'avais un autre exemple que je n'ai pas mis dans ce diaporama-là, mais avec un père... Oui, c'est ça. Un père qui travaille en ESAT, une mère qui travaille dans un foyer de jeunes travailleurs, qui a un cancer, etc. Et la petite, c'est Léa, c'est la première. Elle est hébergée chez la grand-mère paternelle. Et un jour, l'éducateur du CAT, de l'ESAT, téléphone à la secrétaire de l'IME, donc pour lui demander le numéro de téléphone de la maman, parce que le père a quelque chose à régler
pour le week-end qui vient. Là, on est jeudi, et puis c'est pour le week-end. Et donc, il faut absolument qu'il contacte la maman. La secrétaire se dit, je connais cet éducateur, je sais, le papa il est là à l'IME, etc. Donc je peux y aller. Elle donne le numéro de téléphone. Sauf que non, elle ne pouvait pas y aller. Parce que le papa, c'était un papa harceleur. Et si vous voulez le numéro de téléphone, c'était pour enfin le récupérer. Parce qu'il n'y avait que la grand-mère qui l'avait et qui ne faisait bien attention de ne pas le donner à son fils. Parce que sinon, il recommençait à harceler la mère. Et voilà. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. On ne donne pas un numéro de téléphone par téléphone, justement. Là, c'est tout juste même répondre à une enseignante ou une psychologue scolaire oui, mais même qui souhaite savoir là. Donc, quand vous l'êtes reçu. Non. Voilà. Et par ailleurs, on s'assure d'avoir, de par les parents, le droit de transmettre un élément quand ils nous le donnent. Et on leur demande soit par courrier, soit par mail. Et on voulait s'assurer que c'était la bonne forme qu'il fallait faire. Alors, vous pouvez le demander soit par courrier, soit par mail, mais ça peut être aussi fait d'une manière générale, en leur demandant à l'entrée en IME ou à n'importe quel moment, comme on disait, mais effectivement, vous devez avoir quelque chose qui trace dans le dossier. Merci. J'avais une question par rapport au dossier informatisé, notamment lorsqu'on a des familles qui ne sont pas forcément tuteurs ou curateurs, mais qui sont très présents. Oui. Donc, quand je parle de famille, c'est vraiment le parent, père ou mère, et qui nous demandent simplement des fois de consulter le dossier de leur enfant pour voir ce qui peut être marqué, notamment par rapport au suivi du projet personnalisé. Est-ce qu'on peut leur laisser l'accès au dossier ou pas pour consultation? Non, alors c'est pas comme ça, non. Si ils demandent, d'abord il faut savoir si son tuteur ou curateur, si la personne accepte ou n'accepte pas, première étape. Et deuxièmement, on leur ouvre pas le dossier. On leur fait des photocopies du dossier. Et il y a une loi pour ça. Et ça concerne la communication des dossiers administratifs et médicaux. Et ils ont le droit de demander si ils sont autorisés par la loi, c'est-à-dire s'ils sont bien représentants légaux. Et sinon, c'est avec l'accord éventuel de la personne. S'ils ne sont pas les représentants légaux, il faut que la personne accepte. Et en tout cas, jamais on ne leur donne le dossier comme ça. Et avant de donner le dossier, on trie pour enlever tout ce qui peut être note personnelle. Ou bien alors, on s'arrange pour ne donner peut-être que le projet personnalisé, justement. Parce que ça, c'est un document qui, normalement, doit être co-construit avec la famille et la personne. Donc, celui-là, normalement, les parents devraient l'avoir systématiquement. Surtout s'ils sont tuteurs. On est parent d'un adulte et je suis la curatrice en même temps. Oui. Et je voulais savoir quels sont nos droits, parce que c'est ça que je n'arrive pas à bien comprendre. Moi, mon souhait, c'est d'avoir toutes les informations médicales au fur et à mesure, d'aller assister chez les spécialistes quand il y a toujours sans arrêt des choses, et d'avoir les comptes rendus médicaux pour avoir un bon suivi. Par exemple, simplement, hier, il s'est cassé le doigt. Moi, je veux être prévenu tout de suite. Est-ce que c'est dans mon droit? Qu'est-ce que je peux demander? Il est dans un foyer, dans un FAM. Alors, là, il faut que vous vous arrangiez avec votre fils. Oui, il est d'accord. Parce que, non, mais attendez. Il faut qu'il écrive qu'il est d'accord. Déjà. Oui, d'accord. Si vous êtes la personne de confiance, ça veut dire qu'il a écrit, qu'il a signé, que vous avez signé aussi sur le même papier. Oui. À ce moment-là, effectivement, vous pouvez avoir transmission de certains éléments. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir transmission immédiate de tout dossier, de tout le dossier complet, etc. Je pense qu'il faut revoir à chaque fois la transmission qu'on doit vous faire pour l'intérêt de la personne. Oui, et par contre, que vous l'accompagniez chez les spécialistes, etc., c'est très bien, c'est super, oui, c'est beaucoup mieux. La plupart du temps, les établissements se plaignent que les parents ne font plus cet accompagnement quand les jeunes sont devenus adultes. Donc au contraire, si vous le faites, c'est bien pour votre enfant, je pense. Mais je fais moi, toujours avec une infirmière du foyer, parce que moi je ne peux pas bien me déplacer, donc je fais l'effort et on est toutes. Donc à ce moment-là, vous êtes concerné, et le spécialiste et tous les spécialistes et tous les médecins que vous voyez, ils sont au courant que vous êtes là, que vous êtes la personne de confiance, et donc éventuellement, ils pourraient vous envoyer leur lettre, mais très curieusement, il y a des fois où ils n'envoient pas les lettres.
et il envoie au médecin traitant. À ce moment-là, demandez-la au médecin traitant. Oui. D'autant plus que ma fille est co-curatrice et elle est médecin. Donc, elle devrait pouvoir avoir le dossier médical, elle. Non. Non, même pas. Non. Elle ne doit pas pouvoir avoir le dossier médical comme ça. Le partage d'informations n'est jamais un accès total au dossier médical. Il est un partage d'informations. Ça veut dire qu'il y a une personne et une autre personne qui partagent des informations qui vont être pour l'intérêt supérieur de la personne. Donc, le courrier médical, si vous êtes la personne de confiance, vous pouvez demander à le recevoir. C'est tout à fait compréhensible. Si votre fille est co-curatrice, c'est ça que vous m'avez dit, elle peut sans doute le recevoir également. Mais de toute façon, normalement, votre fils devrait le recevoir. Et si il veut bien, il peut aussi le faire photocopier pour sa sœur. Oui, mais alors peut-être que lui, il va rien en faire. Le courrier qui arrive au foyer est ouvert. Oui. Oui, ça va pas. C'est pas lui qui il le garde. C'est pas lui qui le garde, il va aller dans son dossier médical. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Oui, mais logiquement, il faut qu'il soit repris avec la personne. Non. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si je peux demander d'être absolument informé quand il y a un rendez-vous médical. Parce que c'est ça, on prend le rendez-vous médical, j'y vais pas, mais c'est moi qui ai tout le dossier, parce que j'ai un dossier d'années, ça fait 40 ans, et c'est moi qui ai le dossier. Donc je veux être prévenu des différents... Est-ce que j'ai le droit de demander ça? Alors, vous avez tout à fait le droit de le demander. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Surtout si vous êtes désigné comme personne de confiance, puisque c'est une personne sous curatelle, elle a le droit tout à fait de désigner une personne de confiance. Donc vous pouvez l'accompagner à tous ces rendez-vous. Et c'est sûr que ce serait bien qu'on vous transmette les rendez-vous et qu'on ne les fasse pas dans votre dos sans que vous le sachiez. Ça, c'est certain. De toute façon, vous êtes la personne de confiance, donc logiquement... Mais après, c'est... Est-ce qu'on a le droit de choisir, est-ce qu'il a le droit, ou moi, de choisir par exemple son ophtalmo? Ah oui, ça, très clairement, il a le droit de choisir son ophtalmo, oui. Oui, toute personne sous curatelle a le droit de choisir en France les praticiens qui vont la traiter. Donc il faut bien qu'il m'en informe, le foyer, qu'ils vont prendre un rendez-vous. Si il a choisi un ophtalmo, alors, est-il en état de choisir un ophtalmo? Non, son ophtalmo après sa retraite. Voilà. Oui, donc il faut changer, obligatoirement. Donc, vous en discutez avec l'établissement et vous prenez le nom d'un ophtalmo. Mais je veux bien en discuter, mais il ne ferait pas prendre le rendez-vous sans me le dire. Ce serait mieux, effectivement. Je peux leur demander Vous pouvez leur demander, mais je crois qu'il faut que ça se passe... Là aussi, dans une relation de confiance. Non, mais c'est une relation de confiance. Et s'il y a une relation de confiance, et si... je pense qu'il peut toujours y avoir une erreur, c'est vrai. Mais qu'elle ne se reproduise pas, c'est mieux. Et je pense qu'il n'y a personne qui est propriétaire de votre fils, ni vous, ni l'établissement. Et donc, tout doit être négocié, pour tout. Oui, je sais, c'est du boulot. Hein. Voilà. Je suis désolée, c'est une réponse qui vous satisfait peut-être pas, mais je pense que c'est important qu'il y ait un climat de confiance. Alors c'est facile de le dire quand on est sur une estrade comme ça, et c'est beaucoup plus difficile dans la réalité des faits. Moi-même, je suis confrontée à des choses qui ressemblent à ça, et c'est très compliqué, et je me dis comment je vais faire pour demander au médecin traitant d'avoir ce courrier médical que je n'ai pas eu alors qu'on a dit qu'on allait me l'envoyer, etc. Voilà, c'est comment on fait pour la négociation et pour rester dans un climat de confiance malgré nos demandes. Merci. Oui, moi je veux juste savoir s'il y a eu des avancées au niveau législatif sur les directives anticipées en psychiatrie. Est-ce que vous avez les directives anticipées en psychiatrie? Ah, en psychiatrie, pardon, oui, je n'avais pas compris. Parce que dans certains pays ça évolue, et donc là aujourd'hui, nous on a nos directives anticipées qui sont légiférées par décret. Mais je me suis dit peut-être que vous savez s'il y a des choses qui ont avancé un petit peu. Je ne pense pas qu'en psychiatrie, il y ait des choses qui fassent l'objet d'un décret particulier. Encore, ouais. Je ne pense pas.
Non. Je ne suis pas totalement certaine, mais a priori, je ne pense pas. Ok. Et par rapport aux directives anticipées, c'est pareil, les personnes sous tutelle, si elles font des directives anticipées, c'est pas possible parce qu'elles sont, en principe, si elles sont sous tutelle à la personne, ça veut dire qu'elles ne sont pas capables de discernement. Et donc, c'est très difficile de leur faire écrire des directives anticipées. Par contre, la personne de confiance peut donner son avis sur les directives anticipées. Et de toute façon, à l'hôpital, l'équipe soignante, si on a affaire à une personne en fin de vie, l'équipe soignante est obligée par la loi Claes-Leonetti d'informer la personne comme il faut, de faire tout tracer dans le dossier et d'informer les proches, même s'il y a un curateur ou un tuteur qui n'est pas de la famille. Mais les proches doivent être informés. Donc voilà, les éléments de réponse que je peux vous donner. Merci, c'est gentil. Parce que du coup, c'est vrai que les directives anticipées, on s'aperçoit que ce n'est pas encore très développé non plus. On le sait, ça existe, ça commence à dater, mais c'est pas encore rentré dans la culture commune. Non, c'est pas rentré dans les mœurs. Et alors que pour les personnes en situation de handicap, je fais juste le lien pour terminer, moi j'ai aidé quelqu'un à remplir une dame qui est déficiente intellectuelle, on va dire moyenne, avec des documents qui ont été améliorés en méthode de Falk. Et donc qui sont super bien faits parce que le document initial est un peu long et un peu lourd à lire pour des personnes en situation de handicap, et donc il y a un document qui a été adapté qu'on peut trouver sur le net. Oui, absolument. Et il y a plein de documents qui ont été adaptés, qu'on trouve partout sur Internet. La CNSA a fait des tas de trucs, les associations ont fait des tas de trucs, et c'est vraiment très intéressant de regarder tous ces documents parce que ça nous permet d'avancer. Mais bon, voilà. Je vous remercie de votre participation parce que sans participation, ça n'a aucun intérêt.